J'avais discuté avec lui parce que j'étais tout à fait en opposition, mais vraiment en opposition formelle, avec son idée de passer en une photo de la femme du candidat, je crois, à l'époque, hein, avec son amant, qui est depuis devenu son mari. Parce que je trouvais que c'était une photo volée, d'abord, c'était une photo qui avait été prise à New York, ces gens avaient le droit au respect, aussi bien eux d'eux, que le mari. Je trouvais que c'était pas bien. Je lui avais dit, et c'était pas du tout mon idée du journalisme, et Dieu sait si j'aime bien ce magazine, qui est un magazine par ailleurs de grande qualité. En revanche, ce qui m'a étonné, c'est que voilà, on sent qu'il a été tout de suite, voilà, on a demandé sa tête, puis finalement, apparemment, on l'a obtenu, et puis que depuis, il n'a pas vraiment retrouvé un poste conforme à son statut. De la même manière qu'il m'a paru étonnant que pour une broutille, qui était une information qui aurait mérité d'ailleurs un plus large développement, qui était quand même pas médiocre cette information, le patron du journal du dimanche soit aussi à son tour remercié. Et en l'occurrence, il s'agissait de dire que le jour du deuxième tour, Cécilia Sarkozy, pour revenir à elle, n'avait pas voté. Ben moi, je trouve que c'est intéressant comme information. Voilà, bon, c'est pour pas dire qu'elle a voté pour Ségolène Royal, mais en tout cas, elle n'a pas voté pour son mari, quoi. Bon, on peut le dire, je crois qu'on peut le dire. Et apparemment, cette information-là a failli ne pas passer et elle a été réduite à une petite brève dans le journal du dimanche. Et je trouve que d'autres journaux, d'ailleurs, auraient pu enquêter sur ce sujet. Donc son éviction était plus ou moins justifiée. C'est-à-dire que ça ne s'est pas passé tout de suite. Hein, il a été, je crois qu'il est parti au bout d'un an. Ce qui me paraît étonnant, c'est qu'il n'ait pas retrouvé une place conforme à ce qu'il est. C'est un bon journaliste. Mais sur le fond, hein, c'est-à-dire encore une fois sur le fait qu'il publie cette une-là, moi je répète mon opposition de principe, parce que sur la vie privée, c'est vrai que j'essaie d'être toujours très rigoureux et je trouve qu'il faut garder, voilà, franchement, c'est pas capital de savoir quel est le père du futur enfant de tel ou tel ministre. Enfin, ça me semble pas capital, personnellement. En revanche, je suis plus intéressé par le fait de savoir si elle va être remplacée pendant les dernières semaines de sa grossesse et si elle va être remplacée tout court à son poste. Oui, ça, d'accord. Mais pour le reste, voilà, ça les regarde et ça ne nous regarde pas. Enfin, je trouve. Donc, la parution de votre livre, à demain, En chemin vers ma liberté, et votre présence sur les plateaux télé, à la radio. Donc, pourquoi est-ce que concrètement vous faites ça? Est-ce parce que vous vous sentez muni aujourd'hui d'une mission, celle de défendre l'indépendance des médias face au pouvoir? Ou est-ce que vous plaidez votre cause plus que celle des médias français? Alors, je vais vous dire, si j'ai écrit le livre, c'est pour que l'histoire soit derrière moi. En général, comme ça que je fais, j'aime bien écrire les choses. Ça, elles sont gravées dans le marbre, en tout cas, elles sont écrites, voilà. Et puis une fois que c'est fait, que c'est dit, je passe à une histoire, l'histoire d'après, quoi. Comme ça, c'est derrière moi, cette histoire est derrière moi maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé le livre à demain, parce que c'est quand même plus, voilà, on va vers l'avenir. Mais ça me paraît important de dire les choses, oui, parce que j'ai entendu et lu beaucoup de contre-vérités, donc ça me paraissait normal que je les rectifie, que je donne mon point de vue, qui n'a d'ailleurs été contesté par personne depuis la publication de ce livre. Et puis, si je suis allé sur les émissions dont vous parlez, c'est qu'on m'y a invité. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de propositions que j'ai refusées, en revanche. Et il a suffi que j'apparaisse comme ça. C'est vrai que tout a été concentré sur 10 petits jours. Il a suffi que j'apparaisse un peu trop pour qu'immédiatement TF1 se mette à réagir, en disant comment on le voit partout. Au moins, on ne me voyait pas sur TF1. Ça, c'était déjà quelque chose. Mais visiblement, ça les a un peu irrités. Qui me permettent juste de vivre, quoi. Pendant 10 jours, c'est pas grand-chose. Je n'ai pas dû leur piquer tant de téléspectateurs que ça. Mais même si les émissions dans lesquelles je suis allé ont bien marché, d'après ce que j'ai vu. Mais voilà, ils n'avaient qu'à pas me virer, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez envie de défendre la cause des médias français plus généralement ou... Ça, je l'ai toujours fait parce que, je veux dire, c'est
assez normal qu'un journaliste qui a un long parcours derrière lui, qui a les épaules, qui a eu des cicatrices, qui a fait qui a vu beaucoup de choses, c'est un peu normal qu'il s'exprime. Parce que si je restais dans une espèce de confort doré, ce serait quand même assez lâche de ma part. Et je vois bien la difficulté qu'il y a lorsqu'on a 30 ans, qu'on démarre dans ce métier, à s'exprimer avec la même liberté. Parce qu'on pense forcément à son avenir personnel et on a peur qu'il soit hypothéqué. Donc c'est bien qu'il y ait des gens qui le fassent. Bon, je ne suis pas le seul. Depuis très longtemps, il y a un grand nombre de journaux qui le font avec talent, qui sont un petit peu justement en marge de l'information dite officielle. Et je trouve ça très 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 bien que le maximum de journalistes s'expriment, en tout cas pour défendre ce bien qui est assez précieux, mais qui ne cesse de se détériorer, parce que la liberté de la presse, c'est quelque chose pour lequel, vous le savez, nos ancêtres se sont beaucoup battus, quelque chose pour lequel nous avons été pendant assez longtemps en pointe totale, au moment de la Révolution et après, mais après, que de recul, et notamment ce que je vous disais tout à l'heure sur la presse écrite. Songez que au lendemain de la Première Guerre mondiale, il y avait un nombre incalculable de la Deuxième Guerre mondiale, même encore, un grand nombre incalculable de quotidiens à Paris, que quand j'avais votre âge pour gagner ma vie, je vendais le Monde et François dans les rues de Paris. Bon, il se trouve que c'était mai 68, à ce moment-là, les gens achetaient beaucoup. Mais François était tiré à plus d'1 million d'exemplaires. Aujourd'hui, il est à 28 000. 28 000 exemplaires. Vous voyez, bon, cette chute, elle est quand même majeure. Et si un jour ce titre disparaît, vous aurez 2-3 larmes de crocodile dans la presse, mais pas davantage. Et d'autres disparaîtront aussi. Il y aura 2, 3, 4, 5 larmes de crocodile et les gens se lamenteront. Mais il n'empêche que si on va vers une information unique, c'est une très mauvaise chose. Vous parliez tout à l'heure de la qualité de la presse écrite et audiovisuelle. L'année dernière, nous avons reçu M. Dominique de Villepin. Et à la question, justement, quelle est la qualité des médias aujourd'hui et qu'en pensez-vous, M. de Villepin a dit ce qui va suivre. Magnéto. Et un bon journaliste, c'est un journaliste qui peut en conscience relire les papiers qu'il a écrits 6 mois avant, 1 an avant. Et je trouve dommage de ma part que trop souvent les médias soient dans la main d'industriels qui sont partie prenante du jeu politique. Ils ont tout à gagner à retrouver du crédit. Vous savez, quand vous voyez le déclin de la presse écrite, j'allais dire que vous faites le tour de la presse écrite. Moi, en général, je fais le tour de la presse dans ma voiture. Heureusement que mes trajets se sont raccourcis, parce que au bout de 5 minutes, il n'y a plus rien à lire. Ça vous manque de nourriture. Tout tourne en rond, tout tourne en boucle, c'est toujours la même chose, c'est vraiment de la pâte et chat. Je reconnais bien là Dominique de Villepin. Mais moi, c'est bien, parce qu'il y a au moins des gens qui essaient de réveiller les auditoires. Écoutez, il a raison sur un sujet, c'est le déclin, puisqu'on en a parlé au tout début de notre intervention. Il a raison aussi sur un deuxième point, c'est-à-dire le suivisme. En fait, pourquoi dit-il, lui, mais il dit ça avec son prisme évidemment d'homme politique, mais pourquoi dit-il c'est toujours la même chose? Parce que assez souvent, en effet, tout le monde va vers le même sujet et avec les mêmes conclusions. Alors il y a des choses qu'il faut aimer. Vous voyez, par exemple, là en ce moment, on est en plein psychodrame socialiste. Je vous signale que la presse entière avait élu comme premier secrétaire Bertrand Delanoë. C'était il y a encore à peine une semaine. Et il se trouve que, voilà, au moins on a une certitude, c'est que ce ne sera pas lui. Ce sera peut-être un autre homme et sans doute une des 2 femmes. Bon, la presse s'est gourée, qu'elle ait l'honnêteté de le reconnaître. Pour plein de sujets, il en va de même. C'est-à-dire que, par exemple, sur les élections... Sur le référendum européen, souvenez-vous, elle était unanime à dire il faut voter oui. Bon, la France a voté non à 55%. Donc, il faudrait qu'il puisse y avoir dans ce pays des voix diverses. C'est pas compliqué. Moi, je sais pour qui j'ai voté, vers qui j'ai envie d'aller, mais c'est bien qu'il y ait toutes les voix possibles, qu'on entende. Moi, il y avait des journaux que j'aimais beaucoup,
quand j'avais justement votre âge, des journaux comme Combat, Le Quotidien de Paris, Le Matin, etc. Alors certains étaient à droite, d'autres étaient à gauche, mais c'était des voix différentes. Aujourd'hui, on va, hélas, souvent vers des pensées qui sont presque pré-mâchées. Et moi, j'aime bien trouver dans les journaux des voix différentes. Dans le même journal, je veux avoir deux avis différents sur un film, par exemple. On n'est pas obligé d'avoir le même avis, on n'est pas obligé de dire que quoi que fasse Tarantino, c'est extraordinaire, ou quoi que fasse machin, ça sera moche. Non, il faut aussi regarder ça avec un peu de distance. Moi, j'aime bien l'idée des deux lectures. Et puis aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'on sépare davantage le fait du commentaire. Et malheureusement, la presse française a toujours eu ce gros défaut de mêler le fait et le commentaire. Là, je reviens tout juste des États-Unis, et aux États-Unis, vous avez vraiment les faits. Bon, je sais pas, vous lisez le Wall Street Journal ou New York Times, et puis vous avez des pages commentaires. Et celui qui fait le sujet, qui n'est pas obligé d'être d'accord avec celui qui donne son opinion, mais au moins les deux coexistent et ne se retrouvent pas imbriqués comme en France. Comment expliquer, quelles sont les raisons de cette décadence de la presse finalement en France ? Il y a en partie ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la presse s'est beaucoup trop intéressée à elle-même et à son nombril. Et comment on va me trouver? Est-ce que c'est bien ce que je dis? Comment mes confrères vont juger, etc. Est-ce que j'ai le droit de dire cela ou pas le droit, etc. Ensuite, elle ne s'est pas assez adressée aux lecteurs. Vous avez un journal comme Le Parisien, par exemple, qui a fait un effort pour s'adresser davantage aux lecteurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il essaie de plaire ou de complaire. Ça veut dire qu'il répond aux questions que se pose le lecteur. C'est pas humiliant, dégradant que d'essayer de répondre aux questions des auditeurs ou des téléspectateurs ou des lecteurs. Ça, c'est un problème. Vous avez eu ensuite le problème que j'évoquais, le suivisme général, et puis alors des problèmes assez structurels. Le poids majeur du syndicat du livre, que personne n'ose dénoncer, parce que si jamais ils dénoncent trop dans leurs propres journaux, ils savent bien que peut-être qu'ils vont avoir une grève le lendemain, ou même leurs exemplaires pilonnés ou jetés sur la voie publique. Bon, il faut quand même avoir, vis-à-vis de tous ces sujets, des approches plus réformistes, et même chose pour la distribution. Je vous parlais des États-Unis, mais c'est valable dans d'autres pays. Vous avez le portage qui fait que tous les matins, vous vous levez à, je sais pas, 6h moins le quart, 7h15, 8h15, hop, vous vous levez et vous avez devant vous votre journal. Déjà, c'est déjà quelque chose. En France, assez souvent, c'est assez compliqué, aller le chercher, tout ça. Bon, il n'est pas partout. La distribution, il y a des problèmes aussi. Bon, voilà, il y a plein de sujets structurels qui sont importants dans un pays où la presse est extrêmement assistée, parce qu'il y a beaucoup de subventions qui sont données à la presse, et elle en demande toujours davantage. Mais je crois qu'il faut qu'elle se réforme de l'intérieur. Justement, pensez-vous que la suppression de la publicité sur les chaînes publiques conduira à affaiblir davantage ces chaînes? C'est pas du tout... c'est une affaire à double tranchant. On peut tout à fait imaginer que des programmes commençant dans maintenant 1 mois et demi, c'est-à-dire début janvier, c'est quand même tout proche, commençant à 20h35, juste après le journal télévisé, sans qu'il y ait eu une seconde de publicité, des programmes suivis d'un autre programme à 22h15 et d'un troisième à 23h30, etc. Donc des heures beaucoup plus acceptables que les heures actuelles. On peut très bien imaginer que ces programmes séduisent davantage, qu'il y ait des tas de gens qui disent « moi ça va, la publicité j'en ai assez, je veux aller tout de suite vers des programmes ». Et puis des gens qui disent je vais me coucher, donc voilà, je vais vers celui qui commence le plus tôt. Donc tout ça n'est pas médiocre. Il peut y avoir des effets collatéraux qui n'ont sans doute pas été mesurés par les chaînes privées de cette manière. Cela dit, normalement, en principe, ça va leur permettre d'engranger évidemment infiniment plus de publicité, puisqu'il n'y en aura plus sur les chaînes publiques, en tout cas après 20h30. Et puis après, plus du tout. On va voir. C'est intéressant de le tenter. En tout cas, moi, c'est une réforme que je soutiens dans son principe, même si je l'ai trouvée un peu hâtive et conduite à marche forcée. PPDA, on va reparler un peu de vous aussi. Au cours de votre carrière,
Quels sont vos projets d'avenir aujourd'hui? Est-ce que vous allez vous concentrer sur l'écriture, une facette de votre personnalité que vous revendiquez, ou vous allez vous êtes déjà retourné vers le journalisme, animer des émissions, la presse écrite comme Paris Match? Alors, je fais beaucoup de choses là pour l'instant. Un journalisme plus vagabond qui me plaît assez, où je peux picorer et faire des choses extrêmement diverses. Là, par exemple, pendant que j'étais à New York, j'ai fait plein de choses. J'ai discuté avec. Il y avait un dîner-débat intéressant avec des Français, des Américains. J'ai fait un papier pour le Midi Libre, donc un journal de région. J'ai fait tout ça me sert pour l'avenir. Je me suis concentré également beaucoup sur, vous disiez RTL, en effet, une émission qui s'appelle On refait le monde, où j'interviens de temps en temps, une fois par semaine à peu près, chez Nicolas Poincaré. Match, où j'ai fait des rencontres assez diverses et des voyages déjà assez nombreux. Également à la rentrée, je pense, en effet, je vais travailler sur Arte, parce que c'est voilà, les propositions qui me sont faites sont séduisantes, me permettent d'aller vers un journalisme qui va aller plus vers l'approfondissement, donc ça correspond à ce dont j'ai envie. Voilà, il y a deux émissions différentes que je vais sans doute conduire. Et puis également, sans doute, une autre chaîne aussi, où j'ai d'autres idées. Voilà, donc je manque pas de projet, sans compter en effet l'écriture, puisque donc ce livre est écrit, et depuis que j'ai terminé ce livre, je suis parti sur une anthologie de la poésie, parce que j'adore ça, et que je ne sais pas quand je vais le faire paraître, mais peut-être assez rapidement, au printemps prochain en tout cas, au moment du printemps des poètes. Juste pour rebondir sur la question d'Elsa et sur le titre de votre livre, À demain, en chemin vers ma liberté, concrètement aujourd'hui, où en êtes-vous sur ce chemin de la liberté? Alors il y avait un jeu de mots sur le fait que je parlais beaucoup du chemin de Compostelle, puisque je raconte ce que j'ai vécu depuis 7 ans. Il se trouve que chaque été, j'aimais bien faire donc ce chemin qui partait du Puy, et qui m'amenait à Santiago de Compostelle. Donc il y a 800 km en France, 800 km en Espagne. Je les ai parcourus entièrement à pied, et j'ai fait ça par petits bouts. Il y a des gens qui font intégralement, comme ça, en général en 2 mois, 2 mois et demi. Moi, je faisais des petites, une semaine, 10 jours, quand je le pouvais, et je me retrouvais toujours à l'endroit où je m'étais arrêté la fois précédente. Donc c'était ça l'idée du chemin, et en chemin me venait un certain nombre de réflexions justement sur la liberté de la presse, sur les rapports entre médias et pouvoir, sur le pouvoir tout court, sur mon histoire de l'été dernier, enfin toutes choses qui me trottaient dans la tête et que j'ai eu envie de coucher sur le papier. Et ma liberté, pour l'instant, elle se porte bien là. J'ai un peu peur qu'elle soit contrainte par un certain nombre d'engagements que j'ai pris. Parce que tout ce que j'avais repoussé tout au long des 21 ans de JT, tout ça, ça m'arrive là maintenant. Les gens me disent « Ah oui, mais vous nous aviez promis que si un jour, etc. » Donc je me retrouve embringué dans un certain nombre d'invitations. Vous voyez, par exemple, je suis ravi d'être avec vous, par exemple, mais à cette heure-là, normalement, je devrais être en train de préparer le journal télévisé. Je ne pouvais pas à ce moment-là. Moi, je suis ravi d'être là. Je me suis beaucoup engagé pour l'UNICEF, parce que je suis ambassadeur pour les pays francophones. Et donc, je suis parti